Cela dit, je souhaite la bienvenue aux femmes de la Fédération des femmes du Québec. Je vous rappelle que vous avez 10 minutes de présentation et après, nous aurons un échange avec les membres. Mesdames, bienvenue et la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup à la Commission. Merci à vous, les députés, qui sont ici pour écouter nos voix, pour participer à ces échanges qui sont importants pour la vie démocratique au Québec. On va faire une courte présentation et on a hâte aussi de faire des échanges avec vous durant notre période de questions qu'on aura. Comme premier point, ce que j'aimerais apporter, c'est que la conversation qu'on a ici en commission parlementaire est une conversation qu'on a depuis plus de 10 ans à la Fédération des femmes du Québec. On avait pris une première position en 2009 et depuis ce temps-là, on a eu la chance de faire évoluer notre position. Donc, bien qu'on avait une position en 2009, on n'est pas resté stagnante avec et on a évolué, on a continué à avancer et on a continué à comprendre mieux les enjeux. Ce qui a été au centre de notre capacité d'avancer et de voir les choses différemment de celles qu'on avait en 2009 est fondamental au féminisme de la Fédération, qui est d'écouter les premières concernées. Et présentement, une des raisons pour laquelle Idil est ici avec nous, c'est pour vous permettre d'entendre les premières concernées. Ce projet de loi-là, pour nous, est un projet de loi qui vise particulièrement les femmes musulmanes. On le voit dans les débats depuis qu'on a commencé ces conversations-là, que les femmes musulmanes vivent les contre-coups de nos conversations sur la laïcité depuis plus de 10 ans. À chaque fois que ça revient un enjeu, les femmes doivent vivre les impacts de nos conversations. Pour nous, attendu que les femmes musulmanes sont celles qui sont visées depuis longtemps, sont celles qui auront des impacts significatifs, pour la Fédération, ce projet de loi-là qui est présenté est un projet de loi qui est fondamentalement sexiste. Il est sexiste parce qu'un des points fondamentaux du féminisme au Québec, du mouvement féministe au Québec, est le concept de « nos corps, nos choix ». De tous les temps, depuis le droit de vote, au droit à l'avortement, aux conversations qu'on a aujourd'hui, nos corps, nos choix reste un principe fondamental qui est important pour nous toujours à garder en tête. Et le projet de loi qui est présenté ici est une attaque directe au choix des femmes et à leur corps. De la même façon où est-ce que la Fédération va toujours soutenir les femmes qui ont une imposition de quoi que ce soit, on va aussi soutenir les femmes lorsque les États, lorsque les provinces, lorsque les institutions, lorsque les entreprises imposent des restrictions à leur corps et à leur choix. Ce qui est fait ici présentement est inquiétant pour nous parce que ça ouvre une brèche sur les droits fondamentaux et spécifiquement sur les droits fondamentaux des femmes. Et on croit que le projet de loi manque la cible au niveau de la laïcité. Un exemple tout récent que j'assume, vous êtes au courant, l'Alabama fait partie d'un des États qui a voté une loi contre l'avortement. Un État qui est supposé être laïque, qui n'a pas de signes religieux apparents, mais qui clairement a pris des décisions de contrôle du corps des femmes basées sur un extrémisme religieux. On voit des signes, des mêmes tendances en Ontario, on voit la même chose dans d'autres provinces. Et pour nous, de savoir que la Charte des droits et libertés est quelque chose qui peut être modifié aussi facilement, sans consensus social, sans consensus de l'Assemblée nationale, avec une imposition de bâillon et en empêchant les tribunaux de jouer le contrepoids nécessaire qu'ils doivent jouer dans un processus démocratique et dans une démocratie, pour nous laisse croire qu'un gouvernement qui serait dans des extrêmes conservatrices pourrait attaquer d'autres droits que les femmes ont, donc pourrait attaquer encore nos corps et encore nos choix. Le projet de loi présentement crée des barrières à l'égalité.
On ne croit pas non plus que la clause grand-père qui est présentée est vraiment une clause grand-père qui va permettre aux femmes de continuer, mais beaucoup plus un outil qui va permettre de minimiser la visibilité des impacts vraiment vécus, parce que ces impacts-là se feront sur plus long, seront remis entre les mains des institutions, des commissions scolaires, des groupes. Et donc, collectivement, on ne pourra pas voir cet impact-là et elle sera dur à calculer. Mais nous, étant à l'écoute des femmes, on les voit, on les entend, ils nous sont dits. La Fédération a réussi à trouver une sortie vers le haut depuis 2009 de cette conversation-là qu'on a sur la laïcité. Elle a été basée sur l'écoute, la compréhension des expériences des femmes. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous aurez la chance de faire une partie de cette réflexion-là aussi. D'où la raison pour le partage de notre temps avec Édile, à qui je vais passer la parole. Merci, Gabrielle. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, députés de l'Assemblée. Merci de m'accorder ces quelques minutes pour vous entretenir à propos du projet de loi 21. Je regrette seulement que plus d'associations représentant les minorités religieuses du Québec n'aient pas été invitées à s'exprimer, compte tenu qu'elles seront les plus affectées par cette loi. Je suis ici devant vous en tant que citoyenne qui appartient à plusieurs groupes minoritaires. Je suis une femme, je suis noire et je suis musulmane. À cause de qui je suis, je subis plusieurs barrières en termes de la discrimination. Toutefois, j'ai réussi à compléter un bac en philosophie en sciences et sciences politiques à l'Université de McGill, où j'ai commencé mes études avec 8 bourses de mérite. Hier, il y avait le lancement d'une consultation sur le racisme systémique à Montréal. Un pas important pour reconnaître les effets négatifs que les institutions peuvent avoir sur les expériences vécues des citoyens et citoyennes quand la discrimination est validée par les lois et les politiques de l'État. Entre-temps, ici à l'Assemblée nationale du Québec, on est en train de légiférer un nouveau plafond de verre qui empêchera les femmes musulmanes, entre autres minorités religieuses, d'atteindre des postes d'autorité ou d'être enseignantes. Durant ces auditions parlementaires, on a dit que la loi 21 est une continuation de la Révolution tranquille, un héritage du passé. On a aussi dit que la loi 21 représente la culmination inévitable du mandat de la CAQ, un consensus. Mais on n'a pas encore parlé du futur. Alors, je suis ici pour parler du futur de Québec. Je représente aussi le futur de cette nation, intelligente, intégrée, contribuant d'une façon positive à ma société, ayant la confiance de mes pairs, utilisant ma voix non pour renforcer les préjugés de la majorité envers l'autre, mais pour créer l'espace pour le dialogue. Là, je m'adresse directement au gouvernement de la CAQ. J'ai l'intention de briser ce plafond de verre que vous êtes en train de construire, qui va amoindrir mes options et va me stigmatiser dans la société. Si ça me prend 5, 10, 15 ou 20 ans, je briserai ce plafond de verre et tout autre plafond de verre qui m'empêcheront d'atteindre mon potentiel. Monsieur le ministre, j'aurai une position d'autorité et je serai plus juste que vous et je nuirai pas aux intérêts d'une minorité déjà vulnérable dans l'exercice de mes fonctions. Pour conclure, l'élément la plus importante que cette loi n'a pas pris en considération, c'est une femme comme moi, parfaitement soumise à ma propre volonté, avec aucune intention de me reculer de l'espace public ou de me récuser d'une position d'autorité. Maintenant, j'aimerais lire quelques témoignages des femmes qui seront affectées par cette loi. Messadi, enseignante, je vis dans la stress quotidiennement. Je ne pourrai pas changer de commission, je ne pourrai pas postuler pour un autre poste. Messadi, dès mon arrivée au Québec, je me suis très bien intégrée. J'ai fait toutes les démarches nécessaires pour avoir mon permis d'enseigner. J'ai investi mon temps et mon argent. C'est inhumain, c'est discriminatoire de m'interdire d'enseigner parce que je porte un signe religieux. Jaoudi, enseignante, ça serait la précarité financière.
car je contribue financièrement dans l'éducation de mes enfants. De plus, comment expliquer à un enfant que sa maman est discriminée dans la société parce qu'elle a fait des choix? Merci. Merci beaucoup, mesdames.